Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie dans laquelle nous allons terminer le rendu de notre montre en rajoutant donc des tissus qui vont mettre un petit peu plus en valeur notre produit. Alors comparé à la vidéo précédente que vous aviez vue, eh bien on a juste rajouté un matériel, donc je l'ai fait pour gagner un petit peu du temps dans la capture de vidéo. Donc j'ai juste pris les bracelets ici, les maillons qui se trouvent ici, qui sont en fait des instances, hein, et j'ai créé un nouveau matériel, donc Metal 2, et il est juste plus sombre au niveau de la couleur. Ça a rien, il n'y a rien de bien important qu'à changer. J'ai au niveau donc du matériel, et regardez, c'est un matériel tout simple de type glossy. L'autre matériel, j'ai juste rajouté quelque chose. Ce qu'on avait déjà, nous, c'était tout ça, et ça sortait directement. Là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai multiplié, enfin je l'ai mixé, pardon, avec un mix shader et avec un node de type anisotropique. Alors l'anisotropique, vous faire Shift A, vous allez dans le shader et vous trouvez le node anisotropique. Et euh, en fait, c'est un node qui permet de créer un petit peu l'effet que on a par exemple sous les casseroles, vous savez, l'espèce de réflexion circulaire assez étrange. Et donc ça permet de le faire, et donc j'ai mis un très léger effet dessus avec une roughness assez basse et l'effet un petit peu plus élevé que la roughness. Donc voilà. Et une rotation un petit peu aléatoire. Donc j'ai fait un test et je trouve ça rend un petit peu mieux ça au niveau du rendu. Donc voilà. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler essentiellement le close simulation parce que c'est quelque chose qui est assez utilisé dans les rendus de produits comme on est en train de le faire. Donc ce qu'on va faire, c'est que, alors déjà, on va s'économiser un peu de la place en faisant un clic droit sur le header ici, Join Area, et on va faire la même chose ici. Voilà. Et on va préparer des objets qui vont nous servir de collision, d'accord? Alors déjà, je vais sélectionner l'ensemble de ma scène, et je vais la tourner droite, ok? Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer ici un cube, d'accord? Avec Shift A, donc à l'endroit du curseur. Bon, maintenant, c'est des choses que vous êtes censé savoir faire. Et ce cube, il va être assez important quand même, hein. Et puis aussi en profondeur, comme ceci. Il va permettre donc de mettre le produit dessus. Donc, je vais bien mettre le produit au centre, comme ceci. Et je vais bien faire attention à ce que mon produit il soit correctement posé sur le dessus, comme ceci. Donc, ce que je vais faire, alors peut-être que le cube est un petit peu trop grand. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire S, d'accord? Sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est de garder la hauteur. Donc j'enlève l'axe Z en fait, en faisant Shift Z. Et donc là, je vais faire, voilà, un cube un petit peu plus fin. Ce cube, je vais le sélectionner en mode édition et je vais faire CTRL B pour ajouter du bevel et je vais monter les incrémentations de mon bevel avec la molette de la souris. Et là, vous voyez que l'incrémentation, elle se fait de manière assez importante. Je peux appuyer très bien sur Shift pour avoir une incrémentation beaucoup plus légère. En fait, Shift va démultiplier la précision en fait, de nos outils dans Blender. Et ça marche pour tout, hein, pour les sliders, pour les déplacements, etc. Donc là, du coup, je vais me mettre comme ceci. Bon, on peut le mettre en smooth, mais vraiment, c'est pas l'intérêt, puisqu'il va y avoir une drapée dessus. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toute ma montre. Alors vous voyez que si je sélectionne l'empty et que je la supprime, et que pardon, que je le fais disparaître avec la touche H, que je le hide, et bien ça ne fonctionne pas. Il faut sélectionner ici le groupe, et à ce moment-là, plus l'empty avec Shift, et je peux faire H sans problème. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais rajouter ici mon curseur 3D, je rajoute une plane, je scale la plane, je vais mettre la plane à cet endroit-là, et ce que je vais faire, c'est que je vais subdiviser la plane. Parce qu'en fait, le close simulation, alors je vais pas trop le subdiviser, subdivisez-le plus si vous souhaitez avoir plus de détails dans la close simulation, mais il faut savoir que le close simulation fonctionne avec la division du modèle. Donc plus vous avez de division dans votre futur tissu, plus vous allez avoir de détails dans la simulation. Donc là, je vais quand même le faire peut-être une fois encore, mais il faut faire attention avec ça parce qu'avec la capture vidéo, ça peut très vite monter. Donc du coup maintenant j'ai ici mon cube qui est mon présentoir et il va falloir que je détermine aussi que ce cube va être la collision. Donc je vais aller dans les paramètres physiques ici
et je vais cliquer sur Collision. Et là, cet objet va être un objet de collision. Alors généralement, bon ici il y a des paramètres de collision, mais généralement je m'en sers pas beaucoup de ces paramètres de collision pour de la close simulation. Donc maintenant je vais prendre mon tissu, et je vais cliquer ensuite sur Close, et on arrive dans le panneau de Close Simulation qui est assez complet et assez intéressant. Donc vous avez la possibilité de stocker vos simulations dans des caches. Alors nous on va pas le faire parce qu'on fait de la simulation relativement simple et que j'aimerais pas trop que mon disque lors de l'enregistrement, mon prédisque se remplisse trop. Donc, mais sachez que si vous avez des grosses simulations à faire, que ce soit des vêtements, ce genre de choses, le principe restera toujours le même, mais vous allez pouvoir ici les stocker dans un cache en créant ici un nouveau cache, par exemple on l'appelle les tests, et vous pouvez ensuite faire bake pour baker le tout dans un cache. Ensuite, donc voilà, donc le cache on va pas s'en servir. On va se servir essentiellement de Close Simulation et de Close, le panneau qui va nous permettre de gérer notre close. Alors, qu'est-ce qui se passe déjà si j'appuie sur Alt A? Alors, Alt A, ça va lancer l'animation, d'accord? Mais là, vous voyez que j'ai aucune physique qui s'est appliquée. Pour ce faire, je vais cliquer au tout début de ma timeline dans la zone noire et ça va relancer un calcul de physique d'animation. Et là, vous voyez qu'on a notre drapé qui tombe et qui est compris comme étant avec les paramètres du close, et ça comprend bien et ça c'est plutôt une bonne chose, ça comprend bien la collision, donc c'est nickel par rapport à ça. Donc là vous voyez que le drapé il tombe, mais quand on a des presets qui sont pas forcément nickel, étant donné qu'on a, vous voyez que certaines collisions ici passent, enfin certaines parties de la boîte de collision passent à travers. Alors je peux appuyer sur Alt A à tout moment pour arrêter ma simulation. Vous voyez qu'il y a des passages à travers, et puis aussi, et ça on le voit ici par exemple, le tissu se rentre dans lui-même en fait, et ça on va le corriger. Alors petite précision ici, vous avez la barre bleue ici, tout en bas de la timeline, qui est bleue dans mon cas, vous elle sera peut-être d'une autre couleur sur le thème par défaut. Et en fait, cette barre bleue, elle stocke la simulation, elle représente la simulation. Et donc je peux la lire dans ce sens, de droite à gauche, d'accord? Mais en général, vous allez voir que si vous revenez en arrière, souvent, vous allez écraser en fait la simulation, ce qui a été simulé, et vous pouvez plus revenir dessus, d'accord? Donc c'est une sorte de mini cache en fait qui stocke la simulation. Et ensuite, bien sûr, si vous voulez la conserver à vie, il va falloir la baker. Donc là, ce qu'on va faire, c'est, on va voir maintenant quelques paramètres. Alors vous avez des paramètres ici, des presets, pour faire du coton, du jean, du cuir, une texture un petit peu élastique, et silk. Nous, on va utiliser silk, c'est la soie, et en fait, ça permet ici de vous presetter par défaut, donc plein de paramètres, comme la masse du tissu, la structure, c'est-à-dire globalement comment le tissu va se maintenir, le bending qui correspond à la pliure du tissu, donc plus ce paramètre est élevé, moins le tissu va se plier. Spring c'est l'élasticité en quelque sorte du tissu, R c'est la friction qu'il y a avec l'air, velocity c'est la vitesse. Et après vous avez des paramètres pinning qu'on verra peut-être tout à l'heure. Donc ensuite, vous avez Close Collision, et c'est là que ça va être intéressant, c'est comment la collision s'effectue par rapport au tissu. Donc déjà, on va monter la qualité à 3 ou 4, on va la mettre à 4 pour avoir un rendu optimal, et on va monter un tout petit peu la distance pour qu'en fait la collision s'effectue avec une distance un petit peu plus élevé. De toute façon, la forme dessous, on va pas la voir, et nous, on aimerait que la collision ici, il y ait ce genre de choses qui ne passent pas à travers, et pour être sûr que ça ne passera pas à travers, on va monter légèrement, par exemple, à 0,5, enfin 0.05 unité Blender, la distance de collision entre le tissu et notre collision, notre boîte de collision. Ensuite, on va cliquer sur Self Collision, qui va nous permettre de tester les collisions en fonction du close, c'est-à-dire le close en fonction de lui-même, c'est-à-dire pour pas qu'il y ait d'interpénétration avec le close. Et pareil, je vais monter la qualité à 4, et je vais monter aussi un petit peu la distance à 0,9 par exemple. Maintenant, là, si je relance ma simulation, je vais avoir une simulation qui va être beaucoup plus lente. Vous voyez, je tourne à une frame 8, 2 frames maximum par seconde, plus le soft de capture d'écran.
Mais vous voyez quand je zoome, alors là ça va prendre du temps avant que j'arrive à zoomer, mais vous voyez que là on n'a plus d'interpénétration comme on avait tout à l'heure par rapport au tissu déjà lui-même, mais bon c'était un petit peu plus loin qu'on avait vu ça, mais on n'a plus de pénétration de la boîte de collision dans le tissu, et là on a donc une simulation beaucoup plus réaliste. Bon alors sachez que là j'ai mis quand même beaucoup de subdivisions, avec mon soft de capture en plus. Si vous en mettez moins bien sûr et que vous avez une machine assez puissante avec beaucoup de RAM et que vous n'enregistrez pas un tuto, généralement la simulation va aller à beaucoup plus de frames par seconde, genre à une quinzaine ou 15, 20, 20, 30. Et vous allez donc pouvoir tourner autour de de votre simulation pour bien voir un petit peu l'ensemble de votre simulation, et c'est plutôt pratique. C'est un avantage qu'on a dans Blender, c'est que normalement la simulation prend pas beaucoup de mémoire comparé à d'autres outils bien sûr. Donc là vous voyez que la simulation, on va attendre qu'elle se stabilise. Surtout quand on fait des présentations statiques, il faut qu'on récupère le bon moment en fait. Il faut que le moment idéal soit présent pour qu'on puisse garder l'image et l'appliquer sur notre maillage. Donc là vous voyez ça prend de plus en plus de temps parce que là ça va affiner notre collision, notre simulation. Et là je pense que je vais m'arrêter là, je vais appuyer sur Alt A pour stopper ici l'animation. Et je vais en fait rajouter un smooth pour avoir un rendu un petit peu plus de tissu. Et là vous voyez qu'aussi on a des sortes d'escaliers qui sont pas forcément idéales dans notre cas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici déjà dans les modifiers et cliquer sur Apply pour appliquer le Close Simulation. Et là vous voyez que ça m'a appliqué ma forme à mon tissu. Et très honnêtement la qualité de la simulation est plutôt optimale. Bon, le bas on n'y a pas trop touché. Parce que de toute façon, on a, vous voyez, si on fait un rendu, on va faire un rendu à peu près de, je pense, de à peu près cet endroit. On va même peut-être mettre un petit peu plus de hauteur. Vous voyez qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir le bas. Le bas nous intéresse pas forcément. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est quand même, je vais rajouter un subdivision surface pour avoir ici un tissu beaucoup plus rond. Et vous voyez qu'on n'a pas tant d'interpénétration que ça par rapport au tissu lui-même et que la simulation, la collision a plutôt bien fonctionné, même si on devait faire un close-up sur, par exemple, le bas du tissu. Donc là, je suis plutôt vraiment satisfait de ce que ça donne au niveau de ce tissu. Donc, juste, je vais sauvegarder dans une autre incrémentation. Donc, j'appuie sur plus POM Shift S ou CTRL Shift S. J'appuie sur le plus et je fais Save as Blend File. Je vous l'avais promis, je vais vous montrer quand même le pin, comment ça fonctionne. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un plan. Je vais pas beaucoup le subdiviser, mais je vais vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Comme ça. Je vais prendre ces deux points, par exemple. Ou alors, pardon, on va prendre toute la rangée carrément. Et je vais aller créer un vertex group, d'accord? Et je vais l'appeler par exemple crochet, d'accord? J'assigne au vertex group. Alors les vertex group, en fait, ça permet de stocker des groupes de vertex qui sont sélectionnés et de leur assigner un poids. Donc là, vous voyez que j'ai créé donc mon groupe, j'ai sélectionné des vertex, je clique sur Assign, donc c'est-à-dire que les vertex que j'ai sélectionnés, je les ajoute à ce groupe de vertex. J'ai monté le poids, weight, ça veut dire poids en anglais, je l'ai monté à 1, c'est-à-dire que tous ces vertex seront affectés à 100% à ce groupe. D'accord? Je peux aussi cliquer sur Remove, d'accord? Maintenant, j'appuie sur A pour tout sélectionner. Si je clique ici sur Select en ayant le groupe sélectionné, ça va me sélectionner tous les vertex, ou plutôt toute la géométrie qui se trouve à l'intérieur, en fait, du groupe. D'accord? Le fait d'avoir stocké ça, ça va nous permettre, par exemple, dans une Close Simulation, donc c'est ce qu'on va faire, Close, par rapport à l'objet sélectionné, ça va me permettre ici de cliquer sur Pinning. Et dans le pinning, je vais pouvoir sélectionner crochet, par exemple. Et si je lance une simulation, on s'aperçoit en fait que ce qui se passe, c'est que les points ici ont été considérés comme statiques en fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas bougé. Et on peut encore faire plus intéressant, on peut les animer avec ce qu'on appelle des shape keys. Alors là, je pars peut-être un petit peu loin pour une série pour les débutants, mais je vais vous le montrer quand même pour si jamais plus tard vous souhaitez le faire. Je vais pouvoir par exemple ici venir rajouter en mode object une nouvelle shape keys. Alors une shape keys en fait c'est
une sorte de modification en fait on va stocker une modification du maillage, une modification de la forme de l'objet. Et il va y avoir un slider qui va nous permettre de faire évoluer cette forme. Je vais vous montrer tout simplement. Je clique ici sur le petit plus, ça me crée une clé basique. En général, cette clé basique, on la laisse toute seule. C'est la clé de base, c'est la forme générale de notre objet. Je rajoute un nouveau plus et je vais l'appeler par exemple animation. D'accord? Ou alors on va l'appeler crochet. Si je rentre en mode édition, je vais pouvoir ici, par exemple, venir... Alors déjà, je vais me mettre... non, pardon, excusez-moi, je vais bien rentrer ici en mode édition. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donc appuyer sur SX et faire voilà, un scale de mes points qui ont été pinés, d'accord? Donc les mêmes points qui se trouvent dans le vertex group. Si j'appuie sur Tab, pour revenir en mode object, vous voyez que rien n'a changé. Mais en fait, rien n'a changé parce que ici, dans le crochet, j'ai fait ma modification dans le crochet. Donc si je bouge le slider ici, vous voyez que mes points sont animés. D'accord? Je peux cliquer aussi sur cette icône pour le voir en edit mode. Et en fait, ça permet de faire des états en fait d'animation, des états pardon du mesh. Et d'ailleurs, ici, vous voyez qu'en fait, basique, c'est la forme par défaut. Et en fait, là, ce que je fais, c'est tout simplement modifier la forme basique en influençant la forme basique avec au maximum la forme du crochet. Du coup, maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est animer tout ça. C'est-à-dire que je me mets au temps numéro 0 sur la timeline, ici. J'appuie sur la touche I en me mettant sur le slider, ce qui va ajouter une clé, c'est-à-dire ça va retenir les informations de ce slider. D'accord ? Je vais aller par exemple à la frame, admettons 15. Je monte le slider au maximum. J'appuie à nouveau sur la touche I en me mettant sur le slider. Vous voyez qu'il va devenir jaune. Et là, si je vais naviguer de la frame 0 à 15, vous voyez qu'on a effectivement une animation qui s'est effectuée. Et maintenant, si je relance ma simulation physique, n'oubliez pas que le pin, c'est ce qui va rester statique dans la simulation physique. Comme les pins sont animés, eh bien ça va me faire ici des pliures, d'accord? Alors je pourrais très bien aussi, par exemple, me dire que ici, je vais rajouter, je vais repasser à 0 et je vais me mettre une clé à 0, d'accord? Et là, bien sûr, comme c'est animé, ma simulation physique a suivi aussi la manipulation. Je pourrais me mettre aussi ici, par exemple à 1, appuyer sur I, comme en fait, pourquoi c'est I? Parce que c'est insert keyframe en fait, insérer une clé d'animation. Et vous voyez là, la simulation physique réagit plutôt parfaitement bien, on va dire même, à tout ça. Je peux remettre par exemple ici à 1, réappuyer sur I, donc là, pardon, ah, j'ai fermé ma timeline, voilà, je vais remonter. Donc là, je me suis mis à 1, vous voyez, et je peux me mettre par exemple ici et dire que là, je vais me mettre à 0. Donc entre stuff et appuyer sur I pour valider une nouvelle keyframe. Et vous voyez que ça met des traits jaunes en fait, les keyframes. Et si je me mets par exemple ici à la clé 32, c'est ce qui est indiqué ici, vous voyez que là, très rapidement, le rideau se referme parce qu'on a un espace de temps qui est beaucoup plus court entre les deux frames. Si je relance ma simulation physique, vous voyez qu'on a bien la simulation qui fonctionne correctement. Donc voilà comment on pourrait faire par exemple des rideaux, ce genre de choses. Vous pourrez très bien créer un groupe ici, un vertex group qui se trouve au centre du rideau et venir le plier en fonction de ce point-là. Maintenant, vous savez faire avec le curseur pour pouvoir faire pivoter un certain vertex autour du pivot ou pour faire un scale. Par exemple, vous pouvez très bien sélectionner cette rangée, venir vous mettre là, dire que vous passez en mode 3D curseur et faire un scale en fonction du 3D curseur et animer ça, et bien sûr la simulation va suivre et ça va vous donner une idée de rideau un peu. Donc voilà pour la simulation. Nous on a notre simulation qui est plutôt cool, donc c'est une bonne chose. On va rester sur cette simulation et je vais me mettre comme si j'allais faire mon plan final. Voilà. Alors je me demande même si ça peut pas être sympa de carrément prendre tout. Alors ce qu'on va faire, c'est que il va bien sûr falloir que déjà je rajoute ici un nouveau panneau. Je vais enlever ma timeline en faisant un clic droit dessus, Join Area. Alors il fallait que je le fasse avant, excusez-moi, parce qu'il y a... Hop, Join Area, comme ça je me retrouve avec un seul éditeur. Je clique ici, Split Area, clic droit. Notez qu'on peut le faire aussi avec ici les petits sliders, hein. Donc c'est plutôt une bonne chose.
Voilà, vous voyez que je peux créer plein de vues à volonté. Je vais juste les enlever. Et cette vue va redevenir mon node editor en mode matériel. Et ici, je vais faire un nouveau split area dans lequel je vais mettre une 3D viewport. Et là, je vais lancer mon rendu à cet endroit-là. Voilà. Et là, bien sûr, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est sélectionner mon drapé et lui créer un super matériel de la mort qui tue. Donc je vais créer un nouveau matériel, et mon but ça va être de créer un matériel plutôt de soie. Je vais l'appeler Silk. Et pour créer un matériel plutôt de soie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre plutôt dans les rouges, parce que c'est ce qu'on a l'habitude de voir souvent dans les rendus packshot. Alors ce que j'appelle rendu packshot, c'est pour vraiment présenter un produit. Bon là en fait c'est pas très logique ce que je dis, mais parce que packshot ça veut dire que il y a une boîte, mais c'est plutôt un rendu pub. Alors ce qui va m'intéresser aussi, c'est déjà de supprimer la boîte de dessous, parce qu'elle nous a servi à faire la simulation, mais on n'en a pas forcément super besoin en fait. Dans le rendu, on aurait pu la laisser aussi. Mais vous voyez, malheureusement, la simulation ici, elle est passée un petit peu à travers, donc ce que je vais devoir faire, c'est me rapprocher de cette simulation au niveau de la caméra. Donc là, je sélectionne ma caméra, et je peux appuyer sur la touche du bouton du milieu de la souris, avancer, et reculer, et valider avec le clic gauche, d'accord? Comme ceci. On clique du bouton du milieu de la souris, et ensuite, j'appuie sur clic gauche pour me positionner en vue caméra. Bien sûr, c'est que en vue caméra. Donc, vous voyez que bon, la soie rend plutôt bien au niveau de la simulation, parce que ça, on l'avait déjà vu, mais là, j'ai juste cet endroit qui me pose peut-être un petit peu problème. Alors, c'est parce qu'en fait, on a juste une light qui traverse cette partie. Je vais l'enlever, et vous voyez que le problème va être résolu miraculeusement. Et ce que je vais faire au niveau de la soie ici, c'est que je vais lui mettre un paramètre de type glossy, pour qu'on ait un gloss, une légère réflexion sur la soie. Et bien sûr, je vais pas laisser comme ça fait très paquet cadeau. Je vais monter ici le paramètre de roughness, qui va me permettre d'avoir euh, un effet un petit peu type soie, un petit peu plus type soie, je trouve. Donc là, du coup, je vais modifier, alors je vais vous donner le terme technique, le roll de la caméra, c'est-à-dire la rotation de la caméra. Et écoutez, je pense qu'on va plutôt rester sur ça au niveau de notre rendu. Et on va attaquer tout de suite un rendu en appuyant ici sur le bouton rendu. D'accord? Et on va se mettre en 100%. D'accord? Donc je clique. Alors juste avant, vérifiez bien que la montre ne touche pas, n'intersecte pas avec le reste, parce que sinon ça peut poser des soucis, d'accord? Donc je monte tout ça. Alors là je suis en 3D cursor, donc je vais revenir en bounding box center pour revenir au milieu de mon produit, de ma montre. Et là je vais lancer un petit rendu. Donc je peux appuyer sur Shift espace pour agrandir la vue. Et là normalement je devrais avoir un rendu plutôt sympa d'après le premier essai. Alors juste le rouge, il est pas assez rouge pour moi. Il est un petit peu trop comment dire, un petit peu trop rosé. Donc je vais revenir en 3D View et je vais mettre ce rouge un petit peu plus rouge. Alors là, la simulation, elle repart pas au niveau du rendu. Je relance. Ah oui, alors vous voyez qu'en fait on a le rendu qui se lance en même temps, c'est pas une bonne chose. Il faut cliquer sur la petite croix ici pour que ça s'annule. Et ensuite je peux remettre du rouge. Voilà. Alors vous voyez que là on a une petite ombre qui est sympa en fait. Au niveau de la glace, ça donne bien l'impression que c'est une glace. Mais on va essayer de la voir un petit peu plus. Donc moi je vais bien zoomer ici. Et je vais trouver la light qui fait ça. D'accord? Alors je pense que c'est celle-là. Non, c'était celle-là.
Donc je vais venir la mettre à peu près... Vous voyez, là je peux appuyer sur Shift pour être encore plus précis au niveau de mon déplacement. Je vais me mettre à peu près là. Je vais reculer un petit peu, je vais me mettre en vue caméra. Et je vais la reculer encore un petit peu. Et je vais faire une rotation aussi de cette light. Voilà, et là je vais faire mon rendu final, et en fait, si je vais dans l'icône qui est à côté, mon rendu il va se faire dans un calque en fait, comme dans Photoshop par exemple, si vous en avez déjà fait, il va se mettre dans un calque en fait, mon rendu. Et il va se mettre dans un calque qui s'appelle Render Layer, et vous voyez qu'en fait ici, on décide dans ces endroits en fait qui correspondent à différents calques, donc là on a tout ça de calque, en fait c'est grisé et ça veut dire qu'en fait tous les calques vont être rendus. Donc là je peux appuyer sur Shift et dire que tout ce qui se trouve dans tous les calques est rendu, mais nous pour l'instant dans notre travail on a utilisé que le premier calque. Vous voyez qu'on a un petit rond orange qui se situe sur le premier calque, d'accord? Donc là ça va me rendre tout mon rendu. Donc du coup je vais ici dans le petit bouton Render, cliquer sur Render à 100% avec cette résolution d'image. Je clique sur Render, et là, je vais pas vous laisser voir le rendu parce que c'est une tâche un petit peu fastidieuse, on va pas perdre 4 minutes de tuto pour voir un rendu. Donc je vais mettre pause la vidéo, et puis on va se retrouver dans quelques instants pour voir la phase compositing. Le compositing, alors je vais vous en parler un petit peu, le compositing c'est la phase finale d'une image ou d'un film d'animation, ou d'un film normal. C'est en fait l'étape dans laquelle on va faire en sorte que le rendu soit beau, soit vraiment, on va vraiment rechercher l'esthétisme en termes de couleurs, en termes d'ombre, en termes d'effets, si on doit rajouter des effets. Voilà, c'est vraiment dans cette partie que l'image finale se crée. Vous allez voir la différence entre le rendu qu'on a là et le rendu qu'on a après le compositing est vraiment notable. Bon, alors petite précision sur le tuto. On n'a pas vu comment travailler les UV, on n'a pas vu comment rajouter des textures autres que des couleurs unies avec des différents shaders, donc on n'a pas forcément un rendu ultra, et je dis bien ultra réaliste, on a un rendu plutôt convenable, je pense, avec ce qu'on a vu comme notion. Mais si vous vouliez un rendu encore plus réaliste, il aurait fallu travailler encore plus longtemps. Bien sûr, c'est un travail d'orfèvre ou d'horloger pour faire la petite vanne. Et en fait, donc là, on a un rendu plutôt design produit en fait. Et ça permet, vous voyez, Blender permet très rapidement de mettre en place ce genre de rendu. Et très honnêtement, la plupart des rendus design que j'ai vus ont cette teinte en fait, ont cet aspect. Donc ça permet très rapidement de faire, comme je disais, du design produit, etc. Vraiment avec des outils vraiment très très simples. Donc là, vous voyez, en fait, je vais continuer sur le rendu pour vous présenter un petit peu ce qui se passe. Toute la zone, bon, grisée, c'est celle qui n'est pas rendue, ça paraît plutôt logique, mais en fait, là, vous voyez qu'on a des carrés qui sont en train de se rendre, enfin des rectangles, excusez-moi, et c'est ce qu'on appelle des tiles, et c'est ce que Blender aussi appelle des tiles. Et ça va rendre en fait dans ces tiles des samples, et des samples c'est les tout petits carrés dont on avait légèrement parlé qui sont en train de rendre l'image et d'affiner l'image. Et ces samples, ils sont, plus vous les montez dans les paramètres de rendu que je vous ai montré dans une vidéo précédente, je peux faire Shift Tab pour revenir, Shift Espace pour revenir à Blender. En fait, c'est ce qui se trouve dans le panneau ici rendu, à cet endroit-là. Donc là, render, ça veut dire que c'est le nombre de samples que je vais monter au rendu, et ici c'est le nombre de samples que je vais avoir pour la preview, dans le moteur temps réel de Blender au niveau du rendu. Et en fait, plus vous montez les samples, plus l'image sera esthétique, et plus le temps de calcul par contre sera long, parce que ça va affiner encore plus l'image. Là, si vous voyez, je zoome, on voit très très bien que par exemple dans cette partie, ça donne un peu l'impression du bruit, qu'il y a du bruit, et c'est pas forcément ce qui va être souhaitable dans un rendu très très pro, et surtout si vous avez un rendu de cette taille à cet endroit-là par exemple. Dans un rendu dans une vue globale ici, ça gêne pas forcément, et puis après c'est des choses qu'on peut aussi s'amuser à régler en compositing, et c'est ce que je vous propose justement de faire.
Donc je vais mettre pause pour que vous n'ayez pas à voir le rendu, donc ça va être instant pour vous au niveau du rendu. Donc voilà le rendu final que Blender nous a donné. Maintenant, on va l'améliorer. Alors pour l'améliorer, ce qu'on va faire, c'est l'image elle est déjà rendue une seule fois. Et l'avantage de Blender par rapport au compositing, c'est qu'on n'a pas besoin de re-rendre l'image pour avoir le compositing direct. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que ici, dans le panneau de node, je vais l'agrandir au maximum en appuyant sur Shift Espace. Et je vais cliquer ici sur le bouton. Donc on était dans les matériaux ici comme on a l'habitude de l'être. On va cliquer sur ce bouton là pour passer dans le Node Tree Type to Display and Edit et on va prendre Render Layer. D'accord? Donc le Render Layer, je vous rappelle, c'est le calque dans lequel a été rendue notre image, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, on va cliquer aussi sur Backdrop et Auto-Render. Backdrop, ça va nous permettre d'avoir notre image dans le fond pour travailler par-dessus, et Auto-Render, ça va nous permettre de la rendre automatiquement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser un système nodal, exactement comme on a l'habitude de le faire dans Cycles, mais on va l'utiliser maintenant pour travailler la passe finale de notre image, corriger des couleurs et rajouter quelques effets. Donc on va faire Shift A, et on va cliquer ici sur Input pour entrer, et on va prendre Render Layer. Et ça tombe bien, vous voyez qu'ici on a notre layer dans lequel a été fait notre rendu, donc on va pouvoir travailler à partir de ce rendu. Alors, je vais vous montrer un petit raccourci clavier qui est CTRL-SHIFT. CTRL-SHIFT enfoncé, plus le clic gauche sur le render layer, et ça fait apparaître un autre node qui s'appelle le viewer, et en fait le viewer nous permet d'avoir notre image en fond. Alors si l'image est un peu trop grande, vous pouvez appuyer sur V, la touche V, ou Alt V pour la grossir. Alt plus bouton du clic du bouton du milieu de la souris, vous pouvez aussi déplacer l'image, sans souci. Les nodes se déplacent exactement de la même manière, jusque là je ne vais pas vous apprendre grand chose, et on va voir maintenant comment rajouter de notre calque de rendu un certain nombre de nodes qui vont sortir dans le viewer pour nous donner l'image finale. Donc là ce que je vais faire c'est Shift A, et je vais déjà ajouter dans Color ici une première courbe. Donc je vais cliquer sur RGB Curves et je vais venir la déplacer dessus. Et là en fait je peux, en rajoutant par exemple un point vers le bas, modifier les zones sombres de mon image au niveau du contraste ici, et en haut modifier les zones blanches en fait. Donc en fait les zones assez élevées en termes de luminosité. Donc là je vais régler à peu près ce qui me convient au niveau de mes différentes zones. Voilà, comme ceci. Je peux modifier le rouge aussi, par exemple si je veux un rouge beaucoup moins marqué au niveau de mon tissu, je peux venir le régler ici, mais attention c'est pour l'ensemble de l'image, donc on va avoir forcément une teinte un petit peu bleutée sur la montre, ce qui n'est pas pour me déplaire, très honnêtement. Je peux les monter aussi au niveau des highlights. En fait, si je monte ici, dans la courbe, un nouveau point dans les highlights, ça veut dire que je vais avoir beaucoup... Les highlights, en fait, c'est les... Comment expliquer? C'est les reflets... Non, c'est pas les reflets, j'ai oublié le terme en français. C'est les... les reflets lumineux, on pourrait dire. Qui ont une forte intensité lumineuse, on va dire. Donc là, ce point, il m'intéresse pas, donc je peux le supprimer. Ah, je peux pas le supprimer comme ça. Ah, il faut juste que là, je reclique sur CTRL-SHIFT sur mon node ici. CTRL-SHIFT, en fait, ça va faire ré-rentrer le node dans le viewer, en fait. Et là, donc ce point, pourtant, je peux faire X, non, ça marche pas. Excusez-moi, c'est plus comme ça. J'ai l'habitude d'utiliser un autre node tree, en fait, c'est que je peux le sélectionner ici et cliquer sur le moins, tout simplement. S'il veut bien. Moins, ah non, ça c'est le... Voilà, c'était la croix, excusez-moi. Donc là, du coup, voilà, j'ai un petit peu amélioré mon rendu avec simplement un RGB curve que je vais mettre ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici un color balance à la fin qui va me permettre de modifier les couleurs des ombres, des ombres, du gamma et du gain. Alors le gain, en fait, globalement, c'est assimilé aux lumières assez élevées, donc à la luminance entre guillemets. Je dis bien entre guillemets. Donc là, vous voyez, si je monte le slider, bah, ça va monter les zones claires. Ici, c'est les zones sombres, tout à droite, tout à gauche. Donc je peux monter ici par exemple en bleu et descendre un petit peu. Et là, vous voyez, si je descends, j'ai plus du tout d'ombre. Et si je décide de booster un petit peu mes ombres en termes de couleur,
et en termes d'intensité, et que je les mets légèrement bleutés, eh bien ça va faire ressortir mes ombres en un petit peu bleuté bien sûr. Et ici c'est les tons du milieu, donc les tons qui sont entre les ombres et la lumière. Donc, et là les fortes zones éclairées. Donc là je peux la mettre légèrement, mes tons, je peux les mettre soit dans les oranges pour avoir une image. Là vous voyez je tourne en fait sur la roue de couleur et en fait il s'avère que du côté du bleu c'est encore une fois ce qui me plaît le plus, bleu-vert. Je trouve que ça donne un petit peu de pêche à l'image. Donc ce node, je vais le laisser là. Je peux appuyer sur la touche B pour le séparer et je vais le mettre à droite de l'image. Et au centre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des effets. Alors peut-être pas autant. Donc c'est le même raccourci clavier hein, que en modélisation. G pour déplacer, clic droit pour sélectionner, G pour déplacer un seul node aussi. C'est plutôt pratique. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais, avec Shift A, je vais rajouter un filtre. Et ça va être un filtre, dans un premier temps, de type filter ici, qui s'appelle Soften. Et vous voyez qu'en fait, si je zoome sur mon image avec Alt V, et que je désactive le node Soften, alors pour désactiver un node, on peut appuyer sur la touche M, et en fait, vous voyez, il y a une zone ici qui passe à travers en rouge, qui ignore le node, en fait. Et si j'appuie plusieurs fois sur N, vous voyez qu'en fait, ça m'a blurré mon image, c'est-à-dire que ça me l'a flouté un peu. Et dans la réalité, l'œil humain, quand on regarde quelque chose, il y a toujours du flou en fait. On verra jamais la forme aussi marquée que ce qu'elle est réellement. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien toujours rajouter dans mes rendus un peu de soften. Donc par exemple, je peux rajouter 0,5 pour pas trop non plus en rajouter. Vous voyez, il faut vraiment que les contours soient pas forcément très très sharp, donc très très marqués. Donc là, ça me convient plutôt bien. Et au niveau du soften, ce qu'on va faire, soften, c'est que je vais le mettre un petit peu plus bas, voilà, puisque ça me semblait un petit peu trop. J'appuie sur V pour dézoomer. Et donc en fait, ce que je vais faire, c'est que, genre juste avant mon color balance, ici, juste avec le soften, je vais ajouter un mix. Un mix, c'est un peu comme le mix shader, c'est-à-dire que ça va nous permettre d'utiliser des tas d'opérations mathématiques, des expressions. Je vais utiliser add et je vais prendre mon fameux filtre glare. Et je pense que c'était comme ça que j'avais fait. Au niveau de la sortie, j'avais récupéré ça. Alors je vais appuyer sur CTRL et faire un clic gauche pour le déconnecter de cet endroit-là. Et en fait, je vais le sortir sur les courbes, parce que je ne veux pas aussi l'affecter à mon soften. Et je vais le sortir ici. Et voilà. En fait, c'est là où je voulais en venir. Donc là, si je monte le threshold, et que j'attends un petit peu mon rendu, je me mets en high. Et je vais me mettre en simple star. Parce que si j'utilise au maximum l'autre image, alors c'était peut-être en screen que je m'étais mis, donc ou lighten peut-être. Lighten, color modulation, ça va rien me changer d'important dans mon cas. Pourtant j'étais sûr que c'était le threshold qui me donnait cet effet-là. Ah, je suis un peu déçu du rendu. C'est bizarre, j'ai l'impression que le threshold ne réagit pas. Bon, bah, c'est pas bien grave. On va se contenter de ça. C'est assez bizarre, hein, je vous avouerai. Bon bah je vais pas mettre ce node en fait, parce que c'est pas du tout ce que j'attends. Je vais supprimer donc mon add, et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais quand même rajouter... Alors je vais monter aussi un petit peu
la luminosité de mon image ici en allant dans Color, RGB Curve, et je vais quand même un petit peu, après avoir fait ma color balance et mon soften, un petit peu monter la luminosité de mon image. Comme ceci. Ce que je vais faire ensuite, c'est... je vais créer une vignette. Tiens. Alors pour créer une vignette, alors déjà je vais sélectionner tous mes nodes et je vais faire SY0. Donc je les scale sur Y et ça me les aligne correctement, c'est plutôt chouette. Je vais faire GX aussi pour les faire contraindre ici et les rapprocher. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici, alors en fait je vais me servir de la zone ici alpha. Donc si par exemple je connecte mon viewer ici directement dans l'alpha, en fait j'ai une image toute blanche parce que j'ai pas d'alpha en fait dans cette image. Mais je vais quand même me servir de cette image toute blanche pour avoir juste une zone sur laquelle ajouter des effets. Et là je vais rajouter un effet, donc sur ma zone de type alpha, je vais rajouter un effet. Donc je vais faire CTRL-SHIFT plusieurs fois pour trouver ma zone alpha et récupérer mon trait ici qui connecte directement au viewer. En fait CTRL-SHIFT ça connecte au viewer directement. Et là je vais rajouter un blur. Je vais aller donc dans Filter, Blur. Je le rajoute ici en fait au niveau de l'entrée. J'appuie sur CTRL-SHIFT sur mon blur ici. Je vais me mettre en Fast Gaussian et juste avant ici je vais rajouter un filtre de type Distort et Lens Distortion. Et je vais tordre mon image, d'accord? En fait ça va me créer ici une sorte de rond comme ceci. Et là je vais monter par exemple de 30 et 30 mon blur. Et je vais rajouter un petit peu de dispersion sur ma lens distortion et je vais encore baisser la distorsion de mon image pour avoir une sorte d'ellipse comme ceci. Et en fait, je vais mixer cette ellipse. Donc je vais faire Shift A, Color, Mix. Et je vais faire un multiply pour multiplier les pixels. Donc multiply. Je vais le mettre en deuxième entrée, et en première entrée, ce que je vais multiplier, c'est la sortie de mon image. Et en fait, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue purement mathématique? C'est que tout ce qui est blanc, bah, ça a une valeur de 1, tout ce qui est noir, ça a une valeur de 0. Et si je multiplie chacun des pixels qui est en entrée ici, par du blanc, bah, j'aurai la même chose, puisque tous mes pixels qui ont une certaine couleur, si je le multiplie par 1, bah, c'est la même chose. Et si je le multiplie par 0, qui correspond au noir, et bien à ce moment-là, ça devient totalement noir. C'est pour ça qu'on a bien notre vignette qui a été multipliée, ajoutée. On a l'impression que ça a été ajouté à notre image. Donc là, ici, je peux multiplier le facteur pour avoir plus ou moins cette expression qui va exister, et avoir plus ou moins, donc forcément, ma vignette. Donc là, le rendu, il est plutôt convaincant, donc c'est plutôt une bonne chose. Et on pourrait très bien aussi, juste avant ici, venir rajouter une autre distorsion, par exemple une autre lens distortion, pour avoir un effet un petit peu plus détendu, enfin plus comme si on avait un grand angle, mais on va pas le faire parce qu'on n'a pas une résolution assez importante et que la distorsion ça interpole aussi certains pixels et c'est pas forcément ce qu'on souhaite faire. Et bien voilà, on a terminé notre atelier pratique sur Blender. Donc maintenant vous devez savoir réaliser une image de A à Z, plutôt basique, mais si vous passez du temps, je suis sûr que des images compliquées vous allez pouvoir les réaliser, parce que le procédé reste finalement le même. On n'a pas vu encore les textures, mais je pense faire une vidéo bonus concernant l'unwrap et ce genre de choses. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous donne rendez-vous justement dans ce bonus. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt. Ciao ciao!